on voit que, vous l'avez dit, on a envoyé au moins 6000 hommes dans cette région de Koursk, donc il a bien fallu les prendre quelque part. Et justement, selon un commandant de brigade d'artillerie qui s'est confié au Financial Times, on a littéralement déshabillé Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit, regardez cette citation, l'une des raisons pour lesquelles les troupes russes dans le Donbass ont accéléré est qu'on a transféré une partie de nos troupes à Koursk. C'est-à-dire qu'en fait, on a en effet affaibli le front ukrainien pour faire en sorte qu'on puisse attaquer en Russie. Oui, bien sûr. Et ça, c'est dangereux. Bien sûr que c'est dangereux, c'est tout le dilemme, c'est tout le débat qui a lieu en réalité sur cette opération. Les Ukrainiens sont en flux tendu en termes d'unités de combat, ils n'ont pas tant que ça, ils n'ont pas beaucoup de réserves, très peu de réserves, et donc pour mener cette opération dans la course, qui est un peu un pari, ils ont accepté de s'affaiblir ailleurs, et notamment effectivement dans le Donbass. Alors maintenant, peut-être que les Ukrainiens vont passer dans une phase défensive dans la province de Koursk, s'établir, c'est pour ça qu'ils essaient de s'établir sur la rivière Sem. Ils bombardent les ponts pour cloisonner, s'emparer de cette zone, et après, à partir de la rivière, ils ont une barrière naturelle solide, et ils peuvent s'installer en défensif. Et à partir du moment où ils s'installent en défensif, ils peuvent à nouveau retirer une partie de leur unité de manœuvre et les faire revenir peut-être dans le Donbass. Mais mécaniquement, est-ce que c'était vraiment une si bonne idée, cette opération ? Selon vous, votre regard de militaire, il dit quoi aujourd'hui ? Mon regard de militaire dit qu'il y a débat. C'est effectivement, on verra, mais on le verra dans quelques semaines. Si Pokrovsk, qui est un objectif très important, Pokrovsk tombe dans les semaines qui viennent, le succès à Koursk sera peut-être effacé en réalité. Surtout si après avoir conquis tout le Donetsk comme c'est leur objectif, les Russes se consacraient après à refouler les Ukrainiens de la province de Koursk. Et là, les Ukrainiens auraient finalement tout perdu. Donc c'est toujours un dilemme. Il faut faire des choix en stratégie. Il faut faire des choix, surtout lorsqu'on a des ressources qui sont limitées. Là, oui, la situation est en réalité très inquiétante du côté du Donbass et en particulier du côté de Pokrovsk. Alors vous avez mentionné justement cette ville de Pokrovsk, il y a aussi la ville de New York. Alors c'est un nom un peu original parce que bien sûr ce n'est pas la capitale de l'Est américain, mais c'est cette ville dans le Donetsk qui apparemment a été reprise par les Russes. On nous dit qu'elle est extrêmement importante parce que c'est une plateforme logistique, c'est-à-dire... Alors comment dire, j'ai parlé de la zone de Pokrovsk. Pokrovsk, c'est un premier objectif. Les Russes ont fait une percée en février en prenant Avdiivka après des mois et des mois de combat. Ça, c'est une vraie percée. Ils ont percé la ligne de défense ukrainienne, la plus solide, et depuis, ils progressent ils ont fait une poche en direction de Pokrovsk. Et puis vous avez plus au nord, quelques dizaines de kilomètres au nord, vous avez un autre objectif qui est Kramatorsk. Et pour aller à Kramatorsk, il faut passer par Konstantinivka plus au sud, et pour aller à Konstantinivka, il faut passer par Toretsk. Et pour passer à Toretsk, il faut passer par New York. Vous nous perdez. Non, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire que les Russes lancent une multitude de petites attaques d'infanterie appuyées par de l'artillerie, des bataillons, comme ça. Parfois, ça marche. Parfois, celle qui marche prend pas. le mieux, c'est ça ? Et grignotent, comme ça, des positions. Leur vrai objectif dans l'immédiat, c'est Toretsk, ville un peu plus importante que New York, mais ils essaient de l'encercler petit à petit. Et New York, c'était le point clé qui permettait peut-être de s'emparer de Toretsk. Et la chute de Toretsk, c'est un domino, c'est une série de dominos, leur permettra d'avancer vers Konstantinivka et Tchassiviar qui sont plus au nord. Voilà, c'est tout petit, c'est du grignotage qui me paraît un peu inexorable malheureusement. Voilà, c'est des dominos qui tombent jusqu'à leur objectif vraiment final qui est les villes du nord, Kramatorsk, Sloviansk, et la ville du sud, Pokrovsk. S'ils s'emparent de ces trois villes, ils pourront dire, voilà, on a conquis l'entièreté du Donbass. Et puis ça peut d'ailleurs constituer une limite politique à cette guerre. C'est pour ça aussi que je vous demandais si c'était pas une opération suicide d'aller à Koursk, parce que voilà. Alors rien ne nous dit aujourd'hui que la Russie ne va pas choisir, par exemple, de complètement délaisser Koursk en se disant il y a aujourd'hui une porosité en Ukraine, donc c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut renforcer nos troupes si jamais on peut les renforcer. Une stratégie russe consisterait, à établir, à cloisonner la poche ukrainienne à Koursk, qu'elle a bloquée, et puis attendre en disant voilà, bon, c'est pas
Symboliquement, politiquement, ça a été très important, mais en réalité, militairement, c'est pas fondamental. Concentrer ses efforts sur le Donbass. Et après, dans un deuxième temps, revenir dans la région de Koursk. Et peut-être même d'ailleurs attaquer ailleurs. Je rappelle que les Russes ont lancé aussi une opération périphérique dans la région de Kharkiv. Peut-être qu'ils peuvent se permettre aussi... Alors, il ne faut pas imaginer non plus qu'ils ont des moyens illimités. Quand même. Là aussi, eux aussi sont obligés quand même d'arbitrer entre des ressources rares, moins rares que celles des Ukrainiens, mais malgré tout rares. On nous dit aussi que justement ceux qui ont été... enlevés du front ukrainien pour aller à Koursk sont au nombre de 10 000, et c'est en tout cas ce que certains nous disent sur place. Est-ce que ça veut dire qu'on doit s'attendre à une nouvelle surprise? Parce qu'on dit, on a 10 000 qui sont partis, donc certainement qu'il y a d'autres endroits en Ukraine où on a pioché justement certains de ces soldats, et on n'en a que, si j'ose dire, 6 000 à Koursk. Est-ce que ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres opérations en préparation avec les hommes qui manquent? Parce que là, il y a quand même un delta. Non. Alors, le delta, c'est vous avez 6 000 hommes dans les unités de manœuvre, blindés, infanterie, qui sont en Russie. Et puis, vous avez les 4 000 autres qui sont dans les unités d'appui et de soutien, c'est-à-dire l'artillerie, qui, comme je disais tout à l'heure, est toujours globalement, majoritairement en Ukraine, l'artillerie solaire, la logistique, etc. Donc, le total fait 10 000. Mais même 10 000, pour une armée ukrainienne qui en fait plus d'1 million, c'est pas non plus considérable. Après, ce qu'il est possible de faire pour les Ukrainiens, on appelle ça des opérations périphériques. Il y a un an déjà, je l'évoquais sur un article, ils peuvent attaquer à Bryansk, pourquoi pas, après tout. Ils récupèrent des forces et puis ils lancent à nouveau un raid dans la province d'à côté, à Bryansk. Ils peuvent lancer des raids ailleurs, ils peuvent lancer des raids en Transnistrie, par exemple, en Moldavie. Ça pourrait être un coup aussi intéressant pour eux, avec l'accord du gouvernement moldave, bien sûr. Ils peuvent lancer des raids, alors ils le font déjà, des raids de commando du côté de la mer Noire, le long de la côte de Crimée, peut-être au-delà du Dniepr, etc. Tout ça, ce sont des opérations périphériques. Le front principal, ça reste le Donbass. Et tout le reste, c'est destiné à obtenir des victoires, à obtenir des gains symboliques, politiques, à user l'ennemi, à faire diversion, à l'obliger à à retirer des forces du front principal. Mais les choses les plus importantes, j'y reviens, se passent toujours dans le Donbass.